Hello hello! Bienvenue sur le podcast qui porte la voix des doulas, ce métier encore trop méconnu. Ici, nous parlerons doula sous toutes ses coutures. Je suis Vanessa Dagorn, doula, facilitatrice et formatrice depuis quelques années. J'ai la chance d'avoir accompagné des centaines de personnes sur le chemin de la maternité et aujourd'hui mon vœu le plus cher est que notre métier passion devienne une évidence à tous les niveaux. Que vous soyez des futurs parents, des doulas ou des professionnels de santé, vous trouverez ici toutes les bonnes raisons de faire appel à nous. La doula est la meilleure alliée des parents, mais aussi des professionnels de santé. Sages-femmes, auxiliaires périnatales, obstétriciens gagnent énormément à faire équipe avec une doula, et je vous expliquerai pourquoi. Bref, ce métier a le super pouvoir d'apporter écoute, proximité, soins, information, soutien et organisation logistique de la conception au postpartum et plus encore. Vous l'aurez compris, ce podcast a la grande ambition de faire évoluer la façon dont nous devenons parents. Parce que vivre une naissance soutenue et respectée offre le meilleur départ possible à nos enfants et devient une véritable source d'empuissancement des familles. Bonne écoute! Oh là la compagnie! C'est parti, c'est la rentrée, nouvelles données, nouvelle énergie, nouveau souffle après cet été qui a été trépidant j'imagine pour beaucoup d'entre vous. Je vous retrouve aujourd'hui avec un épisode qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'il y a quelque temps, j'ai rencontré Claude Parizeau. Claude Parizeau, c'est l'auteur du livre « Réenchanter le couple », enchanter ou réenchanter le couple. Et cet homme, je l'avais rencontré au travers d'un podcast, pour commencer. Le podcast de Métamorphose, qui n'est plus à présenter. Et quand j'ai écouté son enregistrement avec Anne Desquières, ça a vraiment fait tilt pour moi. Ça a fait tilt parce que je me suis dit, enfin quelqu'un qui parle de l'intelligence relationnelle. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, on parle beaucoup d'intelligence éducative, on parle beaucoup de ces choses-là, mais quand on en revient à l'intelligence relationnelle, quand on en revient à ce qui est de prendre soin de soi, mais surtout prendre soin du couple, de là où on fait couple. Et on le sait très bien, a priori, dans la plupart des cas, quand on devient parent, c'est un projet qu'on a à deux, et on se perd dans cette maternité, on se perd dans cette parentalité. J'ai vraiment plongé longtemps dans les travaux de cet homme-là et j'ai découvert la méthode Imago, dont j'ai déjà pas mal parlé sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup partagé d'extraits de son livre depuis déjà quelques mois. Et ça a été un plaisir ensuite de le rencontrer, de lui poser plein de questions, de travailler avec lui et on est en train effectivement maintenant de faire équipe ensemble. Donc c'est un grand plaisir, c'est une immense joie et l'envie un peu comme une petite fille qui aurait envie de partager la pépite qu'elle aurait trouvée à Noël à toutes ses copines et ses copains à la rentrée, et ben c'est un peu l'énergie dans laquelle aujourd'hui j'ai envie de vous présenter l'épisode qui suit. Je vous laisse en compagnie de notre cher Claude Parizeau qui viendra bientôt dans la région d'Annecy présenter son travail, mais encore d'autres petites choses que je vous présente en fin de podcast. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et j'ai hâte d'avoir vos retours. Eh bien, bonjour Claude. Bonjour Vanessa. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Avec grand plaisir. Ouais. C'est une rencontre qui s'est faite de façon un peu alignée et assez évidente finalement entre toi et moi. Et je suis vraiment très contente de pouvoir d'avoir le privilège d'offrir ta voix à toutes les personnes qui vont pouvoir nous écouter. Parce que, mon Dieu, que tu plantes des graines, et mon Dieu, que ce que tu as à dire est important. Donc, pour commencer peut-être, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle donc Claude Parizeau, j'ai 57 ans, je suis originaire de Lille, j'aime bien le dire, je suis un ch'ti, je suis fier de mes racines. Et voilà, je suis assez nomade depuis quelques années. Encore plus depuis que j'ai écrit un livre en 2022 qui s'appelle « Réenchanter son couple » grâce à la méthode Imago. J'ai vécu 5 ans au Québec, j'ai vécu d'abord à Lille, j'ai vécu à Aix-en-Provence, j'ai vécu 5 ans au Québec et là je vis sur l'île de Noirmoutier. J'y suis pas beaucoup, mais... Et sinon je bouge beaucoup, j'anime et beaucoup de stages depuis... Je fais beaucoup la promotion du livre encore aujourd'hui, après 1 an et demi. Je continue de faire la promotion dans toutes les régions, dans les îles, au Québec. J'ai aussi une formation donc une formation de psychothérapeute, une formation de sexothérapeute. Voilà, mais aujourd'hui, je travaille à 90% comme thérapeute de couple Imago et surtout comme animateur de stage
depuis 2 ans, je fais presque que des stages ou des conférences. On va revenir sur la partie stage un peu plus tard. Tu nous parles de ton livre Réenchanter son couple. Alors ceux qui me suivent depuis un moment savent à quel point je peux partager des extraits et des concepts que tu développes dans ce livre. Et tu parles de la méthode Imago. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette méthode Imago ? La méthode Imago, moi, ce qui m'a plu quand j'ai découvert en 2006, c'est le mot qui me vient d'abord, c'est sécurité. C'est-à-dire que c'est la première fois de ma vie, en 2006, donc j'avais 40 ans, où je me suis senti en sécurité. C'était un stage où ma partenaire m'avait tiré de force, on peut le dire. Comme beaucoup d'hommes, on est beaucoup tractés, comme on dit. Mais et ce stage, ça a été une révélation. J'ai eu des frissons et j'ai voulu faire ça tout de suite parce que je me suis dit, c'est un espace où je vais peut-être pouvoir m'ouvrir, faire confiance, vivre le couple un jour peut-être, parce que j'avais vraiment beaucoup de doutes sur ma capacité de vivre la relation à deux. Et c'est pour ça que je suis thérapeute de couple. Mais cette méthode-là vraiment m'a traversé. Pourquoi ? Parce que Imago, c'est déjà le terme, ça vient de Jung, c'est l'image positive et négative, les images positives et négatives qu'on imprime en nous, enfants, de nos parents, ou des personnes qui se sont occupées de nous, enfants. Et ces images-là, elles se réveillent notamment à l'adolescence, en tout cas nos premiers amours. C'est-à-dire qu'on va tomber amoureux de cet imago. C'est inconscient, bien sûr, et ça, c'est l'imago. Ça a été créé par Harvey Hendrix et sa femme Helen Lakely Hunt, dans les années 60. C'est un psychologue pasteur américain. Et en fait, cette méthode, elle consiste à se parler. En fait, si je résume, on est face à face avec son partenaire, sa partenaire, et on parle de cœur à cœur. Il y en a un qui parle, l'autre qui écoute vraiment dans le monde de l'autre. Et le but, c'est de parler la même langue. C'est-à-dire que très souvent, les hommes et les femmes, et même de toute façon les individus, quand ils se parlent, si chacun on se parle avec son monde, sans faire attention vraiment au monde de l'autre, on parle sur des fréquences différentes. Et dès les premiers mots, on se comprend plus. On ne s'entend pas. Donc le but, c'est d'apprendre à parler la même fréquence. C'est un peu ça, Imago. Pourquoi j'avais envie de t'inviter à prendre la parole aujourd'hui dans ce podcast, c'est que donc tu sais que tu es ici dans un podcast de doula qui s'adresse au monde des doulas, mais aussi aux professionnels qui gravitent autour du monde de la maternité. On en discutait hors micro avant d'enregistrer. J'ai vraiment à cœur de pouvoir amener cette notion de couple dans la maternité, dans l'arrivée d'un enfant, et je constate à quel point l'arrivée d'un enfant peut faire perdre la connexion, peut faire perdre le lien à son partenaire, à son ou sa partenaire. La méthode Imago, je trouve, de ce que j'en connais encore aujourd'hui, et pour m'apprêter à l'explorer plus en profondeur dans les jours qui viennent, j'ai vraiment la croyance que on a ici un outil qui va permettre de pouvoir, d'une part, se préparer peut-être à anticiper cette perte de connexion pour pouvoir savoir finalement comment garder la connexion par la suite. Qu'est-ce que t'en penses dans ce fameux baby clash, comme on l'appelle ? Mais c'est clair. De mon expérience, quand je reçois des couples, aussi des couples où la femme est enceinte, où l'enfant vient de naître, pour les hommes, par exemple, c'est vrai que je parle beaucoup des hommes de plus en plus dans mes podcasts ou bien dans mes interventions, c'est parce que vraiment l'homme a envie de bien faire, bien sûr. Sauf que il ne sait pas comment faire. Il a toujours l'impression de pas faire correctement, et surtout il a du mal à trouver sa place à ce moment-là. Il y a la peur, très souvent, si les hommes n'ont pas travaillé sur eux, l'arrivée d'un bébé, il y a quelque chose comme je vais perdre ma place, je vais plus avoir la place, elle va plus l'aimer que moi. Toutes des choses comme ça qui se passent à l'intérieur des hommes, sauf qu'ils ne le disent pas. Ils savent pas quoi. Il y a même de la honte derrière ça. Et c'est vraiment important, et moi je trouve que le dialogue, justement, Imago, de faire un travail avec cet outil-là, permet vraiment de se dire en toute sécurité, sans honte, en étant vraiment entendu. Déjà, ça c'est pour les hommes ou bien pour les personnes, ça peut être aussi la femme, ça peut être inversé, mais qui n'ose pas parler ou qui a du mal à mettre des mots. Et ça permet aussi de s'écouter profondément, d'avoir un espace pour se dire, même si très souvent, parce qu'on a peur de pas être entendu, peur de pas être compris, dans ce dialogue Imago, il y a de l'espace pour être entendu, il y a de l'espace pour être compris, il y a de l'espace pour se parler, même dans le coup de feu de l'avant, pendant, l'après la naissance, où il y a très peu d'espace pour le couple, mais en se donnant des rendez-vous fixes, comme on va chez le médecin, quand on a un bébé, jeune bébé, qu'on a rendez-vous chez le pédiatre, on dit pas on n'a pas le temps, on y va.
C'est pareil pour le couple. Même si on sent pas l'envie, le besoin, on se donne des rendez-vous. C'est la première chose qui me vient, ce dialogue-là permet vraiment de se connecter au minima, pour rester connecté et pas perdre le lien dans toute cette période assez transformatrice, assez changeante, où on passe du 2 au 3, du 3 au 4. Ou 3 ou plus. Ouais, ou plus. Et est-ce que se connecter à cette méthode-là, apprendre en fait à communiquer de cette façon, peut être une bonne préparation à la naissance, finalement, à la naissance d'une famille? Ah mais complètement. Par exemple, je pense à un exercice qui me vient, avec des couples qui viennent où il y a un enfant qui va bientôt arriver. À un moment donné, dans le travail, on fait l'exercice qui s'appelle, que j'ai mis aussi dans le livre, qui s'appelle la vision du couple. Notre couple, il était à 2. On avait une vision de ce qu'on avait envie de faire. Il y avait aussi la vision de créer une famille. Mais maintenant que la famille va arriver là, c'est quoi ma vision dans les 5 prochaines années? C'est hyper important d'en parler parce que ça va... L'arrivée d'un enfant, plusieurs enfants, chamboule tout, modifie tout ce pour quoi on s'est mis parfois. Et si on n'a plus la même vision, c'est très compliqué de se parler et de pas avoir des rancœurs si les choses sont pas dites, si elles sont pas entendues. Donc on appelle la vision, c'est-à-dire dans ma relation idéale avec toi aujourd'hui, nous. Et on met au nous, c'est quoi? Au niveau de l'éducation, au niveau de la sexualité, au niveau de l'argent aussi, de comment on gère les finances, dans quoi on va vivre, une maison, un appartement, on le loue. Tous les domaines de la vie, c'est hyper important de parler, de communiquer. Et si on n'est pas d'accord, c'est de pas essayer d'avoir raison, c'est pas essayer de convaincre l'autre, parce que celui qui est plus convaincant, très souvent c'est le maximiseur, j'y reviendrai, va essayer de convaincre l'autre, et le minimiseur, il va s'écraser, ou il va se soumettre, ou il va se fermer. Et il n'y a rien de productif qui va sortir. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir se parler de cœur à cœur, que chacun puisse être entendu dans sa vision et de trouver une vision commune ensemble. Ça, c'est un exercice pour moi parfait pour ce genre de couple. Et du coup, venir se parler depuis l'espace du cœur et s'adresser en fait au cœur de la personne aussi, c'est ça quand tu dis de se parler de cœur à cœur? Oui. Pour toi, systématiquement, il y a un endroit où on se retrouve? Oui. Quand on se perd dans une relation, c'est parce que ce sont nos concepts, nos croyances limitantes, nos rigidités qui font que dans la vie c'est comme ça, ou on a appris comme ça. Par exemple, on n'a pas remis en question certains concepts familiaux, certaines choses qui étaient vraies pour nos parents, mais qui sont peut-être pas pour nous, mais on les a pas remis en question. Et donc on va s'arrêter derrière des choses qui sont plus de la tête, parce que j'ai appris ça comme ça, ou bien on sait bien que dans la société c'est comme ça, on va dire des phrases toutes faites. Ça éloigne la relation. C'est juste de parler de cœur à cœur, c'est de dire, ben voilà, moi, voilà ce dont j'ai besoin, ou ce que je vis dans ces moments-là, ou parler juste de cette tristesse, de son ressenti. Ça, le langage du ressenti, c'est ça de parler de cœur à cœur. On parle de ce qui se passe à l'intérieur, pas, on en parlait ce matin, c'est pas de parler de ce qu'il faut faire, de ce qu'on dit. Non, c'est moi, comment je vis les choses. Et toi, comment tu les vis sur le même sujet? C'est d'apprendre à se parler, juste. Et ça, c'est pas ce qu'on apprend ni à l'école, ni dans nos familles. Ouais. Et ça nous amène à cette notion de prendre soin. Je trouve qu'il y a un pont qui peut se faire vraiment très chouette entre la maman qui prend soin de son enfant, l'entourage ou le conjoint, la conjointe qui prend soin de la maman, qui prend soin, mais finalement qui prend soin de la relation. Et cette notion de tout ce débordement d'amour et de tendresse peut vraiment être aussi utilisé pour prendre soin tout à fait. De la relation, des besoins de l'autre aussi. Ouais. Et puis, tu vois, le prendre soin, c'est ça. Faire un dialogue par semaine, c'est prendre soin de la relation. Ça demande pas des choses incroyables, des choses difficiles. On sait bien, ça sert à rien d'être utopiste. Chacun sait, ceux qui ont eu des enfants savent, même moi j'en ai pas eu, mais j'en ai éduqué, je vis dans des familles et j'accompagne beaucoup de familles. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais c'est pas une question de durée, comment dire, de temps passé ensemble, c'est de temps de qualité, qui est un des langages de l'amour. Si on ne passe pas du temps de qualité ensemble, on s'éloigne. Et des fois, je pense à ça. On va s'occuper. Moi, je pense à des amis là qui sont à la Réunion, où ils ont eu un bébé, mais il y avait tellement d'amour entre eux. Ils ont fait vraiment le bébé de l'amour. Et puis, sauf qu'il y a une différence de culture. Et elle voulait à tout prix dormir avec son enfant. Elle a dormi avec son enfant. Elle a passé beaucoup de temps, mais elle négligeait la relation. Lui, il dit qu'il l'a dit, mais il l'a pas dit. Je veux dire, je le connais. Il l'a pas dit. Il a nommé que il aimerait bien passer plus de temps, mais la façon dont c'était dit, c'était pas entendable. S'il y avait eu des dialogues et vraiment aller voir en dessous, de vraiment être entendu à des moments précis,
ils auraient pu rester connectés, tandis que là, ils se sont éloignés. Et le bébé a pris toute la place, parce que là-bas aussi, on dort avec le bébé. Et bon, il y a différents... Ici aussi, ici maintenant aussi, mais je trouve intéressant parce que, effectivement, c'est quelque chose qui revient énormément sur la fameuse place du cododo, on appelle ça le cododo, mais qu'on est conditionné à croire que l'espace du couple est dans le lit aussi, et que comme on en parlait, cette intimité, qui est pas forcément sexuelle d'ailleurs, on peut la retrouver ailleurs. Et concrètement, matériellement, ça se passe comment? C'est je perds ma place dans le lit, mais si on a cette notion de soin, de regard sur la relation, et on sait que ce qu'on n'a pas là, ici, dans cette intimité, dans le lit, on peut le retrouver ailleurs, effectivement, ça contrebalance. Parce que c'est vrai que dans toute cette approche du maternage proximal, qui est vraiment très bénéfique sur plein de plans, même neuro, pour le développement, je connais, le lien d'attachement, toutes ces choses-là, il y a cette place, effectivement, qui peut être perdue. Moi, je suis passée par là aussi. Ça a été un vrai sujet, un vrai dialogue dans ma vie perso. Enfin, un dialogue, non, ça n'a pas été un dialogue, justement, ça a été plutôt des monologues individuels, et à se perdre, parce que on peut se perdre dans la maternité. C'est ça. On peut se perdre dans la parentalité. Et ouais, donc très intéressant. C'est une question d'équilibre. De voir ça. C'est tout à fait, c'est de trouver, mais c'est de parler de ses besoins, mais de parler d'un adulte. Sinon, c'est l'enfant à l'intérieur de nous qui va crier aussi, qui a pas eu peut-être beaucoup de soins enfant et qui va être réveillé avec l'arrivée de l'enfant. Il se passe beaucoup de choses dans l'arrivée d'un enfant et le changement de la famille. Et c'est important de trouver pour moi des outils. Je connais pas de meilleur outil que celui-là pour les couples. Je dis bien pour les couples. Cet outil-là permet vraiment de dire sa vérité sans critiquer l'autre, sans juger. C'est vraiment en parlant de ses besoins, en parlant de ce que l'on vit, puis d'aller voir l'origine. C'est quoi les peurs qui émergent? C'est quoi les histoires qu'on se raconte? Et qu'est-ce que ça nous rappelle de notre enfance? Parce que tout est en lien avec notre enfance, dans les difficultés aussi qu'on peut vivre à cette période-là. Donc pour moi, oui, c'est pas une question de dormir ou pas. C'est juste la partie émergée, ça. Bien sûr. Oui. Après, c'est le voir en dessous. Tu parles de ces petits rendez-vous hebdomadaires, finalement. Je me fais un peu l'avocat du diable parfois, et j'aime bien ça. C'est mon ascendant Scorpion qui parle. Je me demande, et c'est une question qui m'a été posée, c'est une question qu'on s'est posée aussi avec mon amoureux, c'est est-ce qu'il y a place à la spontanéité? Parce que la spontanéité est belle, elle est source de joie, elle est source de beaucoup de choses, de belles surprises. Finalement, se donner rendez-vous, quid de la spontanéité là-dedans? C'est une question qui revient souvent, donc je peux comprendre. Moi-même, j'ai prôné la spontanéité, sauf que si on attend la spontanéité, il se passera jamais rien dans la relation. Ça, c'est clairement la spontanéité, c'est quand les hormones fonctionnent au début, quand on est amoureux, c'est la période romantique, on fait des choses spontanément parce qu'on est guidé par nos hormones qui sont au taquet, et il y en a pour quelques mois, pour les plus chanceux, ça dure 3 ans. Mais une fois qu'il n'y a plus ces hormones-là, la seule façon de se donner rendez-vous dans le monde dans lequel on vit, où il faut être encore plus pour vous les femmes, je trouve moi qu'il faut à la fois être une bonne mère, une femme, au top partout dans son travail, c'est pas possible. Si on compte sur la spontanéité, et puis en plus il y a quelque chose dans la spontanéité, je rapproche ça de la sexualité. C'est pareil dans la sexualité, si on attend que le désir vienne spontanément. Tu vois, si je prends un exemple de spontanéité, il se passe jamais rien. Au début, quand il y a les hormones, les deux ont envie en même temps, et puis on fait l'amour très souvent. Mais une fois que on tombe dans une forme de routine, pas de routine, mais du quotidien, de certaines habitudes, parce que le rythme quotidien nous amène dans des habitudes. Parfois, on a moins de désir. Mais si on attend que notre partenaire ait du désir en même temps, on fait plus l'amour. On n'a pas besoin d'avoir de désir pour faire l'amour. C'est la question, en fait, elle se trouve ailleurs. C'est qu'est-ce qu'on fait pour remettre le désir au goût du jour. Et là, je sais pas si il peut y avoir de la spontanéité, c'est pour faire des propositions, se rappeler qu'est-ce qui avait marché au début. Mais ce qui est important, c'est d'en parler, de dire aussi, là, je trouve qu'on s'éloigne. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on pourrait se donner un rendez-vous toutes les semaines, par exemple, juste sans téléphone, sans rien, on se parle, ou on se caresse, ou on se dit rien. Puis on se donne un rendez-vous, juste massage. C'est de me remettre de l'érotisme dans la relation. Pour moi, c'est ça. Mais ça ne peut pas, les choses spontanées sont les bienvenues, mais si c'est pas spontané, les rendez-vous vont créer après la spontanéité. Vont ouvrir des espaces de spontanéité, ouais. Ça, c'est des croyances, malheureusement, des croyances limitantes qu'on a tous, qu'on a entendues. Ah, si c'est pas spontané, c'est-à-dire qu'on s'aime pas, quoi, en gros. C'est faux.
Et dans ces rendez-vous hebdomadaires, du coup, est-ce qu'il y a une trame à suivre où tu peux parler de petites choses du quotidien? Est-ce qu'on parle forcément de choses négatives dans le dialogue imago? Est-ce qu'on parle surtout pas. Des luttes de pouvoir? On parle, mais ça doit être moins que ce qu'on apprécie dans la relation avec notre partenaire. Le dialogue imago, comme disait ma collègue au Québec, Sophie, c'est la thérapie de la joie. C'est-à-dire qu'on apprend à refaire circuler la joie. Ah, ça me plaît, ça. Parce que si on parle de ce qui va pas, on dit l'énergie suit la pensée. Donc si on ne parle que de ça, la relation elle va pas aller mieux. Si on parle de toutes les frustrations, et c'est vrai que dans le couple, celui qui a plus retenu, il va parler de toutes ses frustrations. Et si on parle que des frustrations, mais on nourrit aussi la frustration. C'est John Gottman, je sais plus qui est dans un de ses livres, qui disait il faut 5 appréciations positives pour une négative. C'est-à-dire à chaque fois qu'on fait une critique à son partenaire, pour que le cerveau revienne à un niveau initial, il faut 5 appréciations. Qui fait ça? Ça, c'est la clé. La clé, c'est que si on fait beaucoup d'appréciation au quotidien, le jour où on fait une critique, ça va glisser. L'amygdale qui est là dans notre cerveau émotionnel va pas se déclencher, il va pas anesthésier ce cerveau intelligent là qui est là pour nous faire justement communiquer de cœur à cœur. Mais c'est le cerveau reptilien qui est là pour la survie qui va se mettre en route. Donc le but, c'est d'apprendre à faire des dialogues tous les jours, de se faire des appréciations positives. Une chose que j'ai particulièrement appréciée chez toi aujourd'hui, c'est prendre 5 minutes tous les soirs en se couchant et de dire ça à notre partenaire, dire une chose que j'ai particulièrement appréciée en le regardant dans les yeux, en se tenant les mains. Ça peut être allongé dans le lit, côte à côte, en se regardant, toujours avec le regard. Et une chose que j'ai particulièrement appréciée, c'est juste la façon dont tu m'as regardé à telle heure, et je me suis senti tellement touché, je me suis senti connecté à toi. Et l'autre fait le miroir. Nous, on fait le miroir, c'est-à-dire l'autre répète. Je t'entends dire qu'une chose qui t'a particulièrement touché, c'est quand aujourd'hui je t'ai regardé d'une façon tellement connectée. Est-ce que c'est bien ça? Ça, c'est une façon, tu vois, et on fait chacun ça à son tour. Ça prend 2 minutes. Tous les jours, si on fait ça, ça prend 2 minutes. C'est une routine incroyable. C'est une routine. Pourquoi se laver les dents, c'est plus utile? On se lave tous 2 à 3 fois par jour les dents. Tout à fait. On réfléchit pas si on va se le faire, on le fait. Ça, c'est une hygiène corporelle. Il y a une hygiène relationnelle qu'on a appris. Et l'hygiène relationnelle est tout aussi importante, mais on nous l'a pas appris. C'est à réapprendre. Donc ça prend 2 minutes, donc personne peut dire, ouais, moi j'ai pas le temps, je suis fatigué. Non. C'est juste une habitude, et puis de trouver quelque chose à chaque fois. Ça permet de rester connecté. Ça nourrit le lien. Et bien sûr, quand il y a des choses qui vont pas, dans le livre, j'ai mis aussi des dialogues, comment parler de nos frustrations. Mais tout le monde n'est pas capable, si on a entassé beaucoup de frustrations, de faire ce dialogue seul, ça risque d'être compliqué. Là, c'est important de savoir demander de l'aide. Apprendre à demander de l'aide. Et là, demander à un thérapeute. On y arrive de plus en plus, je trouve, à commencer à se tourner un petit peu vers des ressources extérieures pour demander de l'aide. On se rend compte qu'on n'est quand même pas fait pour vivre seul avec nos histoires. Mais effectivement. Je reviens sur le mot thérapie. Tu parles de la thérapie de la joie, mais finalement, est-ce que le mot thérapie, c'est le bon? Non. Non. Je dis clairement, pour moi, non. Et c'est à cause de ce mot thérapie que peu d'hommes viennent. Il est un peu délétère, finalement, surtout pour les hommes. Ce mot, Pour les femmes, c'est chouette, on va avancer, la plupart, je schématise, je suis désolé de faire homme-femme, c'est beaucoup plus subtil que ça, mais c'est juste, dans le cabinet, c'est quand même 90% les hommes qui freinent, c'est-à-dire qui sont minimiseurs, qu'on appelle, c'est-à-dire ceux qui rentrent dans leur bulle, ou qui ont peur de la relation, qui sont plus dans la peur du rejet, donc qui vont s'éloigner de la relation, qui vont se protéger. Et c'est plus les femmes qui vont être en demande de connexion, de lien. Voilà, elles vont revendiquer le lien et leurs partenaires vont souvent revendiquer plus la liberté. Alors que les deux, on a besoin des deux. On parle la même langue finalement. Exactement, on veut les deux. Sauf qu'il y en a un qui revendique plus les deux pour les deux. Il revendique un pour les deux. Et c'est vrai que le mot thérapie, c'est thérapie de la relation. C'est-à-dire la relation, elle est un peu malmené, on va aller voir un facilitateur. Moi, je m'estime plus facilitateur, même si facilitateur, imago, c'est un autre métier, c'est pour tous les autres métiers autres que thérapeute de couple. Mais je me sens quand même facilitateur, coach de la relation, avec des compétences de psychothérapeute pour amener les gens dans leur profondeur. Mais c'est vrai qu'on ne devrait pas appeler ça thérapie, parce que les gens n'ont pas envie de montrer qu'ils sont malades. On n'est pas malade, c'est pas le mot. J'ai pas trouvé moi je dis que je suis facilitateur, j'accompagne les couples. Aujourd'hui, j'accompagne les couples. Mais pas forcément dans une thérapie. Il y en a, ils ont besoin vraiment de thérapie. Oui, ça peut déclencher un processus thérapeutique derrière, mais on n'est pas dans une... Mais c'est parce que c'est le mot plus communément pris pour accompagner les couples, mais moi je veux dire accompagnement.
Ouais, je pense que ça vient surtout de l'américain, en fait. Ouais. On est thérapeute à Yes. toutes les sauces et ça prend un peu toute Oui, la le place. kiné est thérapeute. Oui, c'est donc, ça. voilà. Cette approche et ce dialogue imago au sein de la famille, est-ce que j'imagine que voir ses parents communiquer de cette façon-là, être témoin en tant qu'enfant, j'essaye de me mettre avec les yeux de l'enfant, là. Voir ses parents s'adresser l'un à l'autre, j'imagine que ça développe la zone de l'empathie, certainement, ou de comprendre que la connexion est importante. Tout se passe dans l'enfance. Vu que tout se passe dans l'enfance, est-ce qu'on peut aussi, tout. sachant qu'on fera quoi qu'il arrive des erreurs et qu'on sera quoi qu'il arrive les pires parents pour nos enfants, c'est ce que m'avait dit ma thérapeute une fois, et j'avais trouvé ça très aidant d'ailleurs, que quoi qu'on fasse, on sera toujours à faire des conneries, et c'est ok, mais on met la conscience dessus. Mais est-ce que ce dialogue imago, on peut finalement l'amener dans la famille, au plus large? Est-ce qu'on vient communiquer? À partir de quel âge on communique avec son enfant? Est-ce que moi, avec mon petit 4 ans et demi, on peut commencer un dialogue imago? Non, pas un dialogue imago, mais tu peux te mettre dans cette position un peu comme la CNV aussi, c'est-à-dire que tu vas juste faire le miroir de ce que tu perçois dans l'émotion. Même à 2 ans. Ah, t'es triste. Hein. Et juste de mettre des mots. On voit bien dans le film... Comment il s'appelle ce magnifique film où il parle à l'enfant dans les hôpitaux là, pas les doulas, c'est pas les doulas pour le coup, mais c'est comment il s'appelle, j'ai perdu le nom, avec Kimberlin. J'ai plus le nom. Oh, mais magnifique film où dès le bébé, c'est des bébés qui ont été abandonnés, ils leur parlent, ils leur disent qu'ils vont être placés, ils leur disent, mais c'est impressionnant ce livre. Le bébé est une personne, hein, et donc le but c'est tu peux le faire à tous les âges. Tu peux le faire en disant, j'ai l'impression que t'es en colère, c'est ça? Tu vois, même quand ils ont 5-6 ans, parce qu'ils ont du mal à mettre des mots parfois. Ouais. Moi, je sais que mes amis qui le font, c'est assez incroyable avec leurs enfants. Ouais. Ils ont appris à mettre des mots sur leurs émotions. Ça change tout. Ma copine, par exemple, elle a une famille, mais vraiment où on leur a appris à exprimer. Et ils ont une super entente de famille. Moi, je pleure quand elle me raconte ce qu'ils vivaient en famille. Tellement c'est beau. Et je vois ses compétences à écouter, à être dans le lien. Je trouve ça magnifique. Moi, mes parents se sont insultés tous les jours. Encore aujourd'hui, ils savent pas se parler normalement. Ils se parlent mal tous les jours. Ça a joué sur mes compétences de communication, bien sûr. Donc, bien sûr, plus tôt on le fait. Et on a des stages aujourd'hui, dans les stages Imago, il y a les stages fratrie. Moi, j'ai fait un stage avec mon frère, à un moment donné, et magnifique, où on se dit vraiment les choses, tout, hein, les non-dits, les secrets de famille, tout. Et il y a aussi des stages parents-enfants, intergénérationnels. Là, il faut que les enfants soient majeurs. Oui, c'est plutôt pour les jeunes adultes. Les jeunes adultes, mais même des fois plus. Ouais. Mais il y a des miracles, c'est à chaque fois miraculeux ce qui se passe. Le transgénérationnel, il doit être secoué. Complètement. Ça doit être chouette. Donc oui, on peut il y a des formations, c'est plus facilitateur Imago pour travailler sur tous ces aspects-là. Magnifique. Waouh, ça donne encore plus envie de plonger dans tout le programme qui nous attend. Alors justement, parlons un petit peu du programme qui nous attend. On est là aujourd'hui, on enregistre, on est en quel mois là? On est au mois d'août. Je suis encore déconnectée. Nous sommes le 16 août, je ne sais pas quand sortira cet épisode. Où est-ce qu'on te retrouve prochainement? Ici dans la région, à Annecy, en tout cas, on te retrouve début novembre. Je communiquerai les dates pour une petite conférence, un atelier conférence. En fait, c'est comme ça. C'est ça. Je demanderai à un couple de faire une démo, mais voilà, je vais expliquer tout ce que c'est, puis on va prendre des anecdotes, très concrètes. Et puis tu auras quelques livres disponibles, une petite séance de dédicace aussi. Ah oui. C'est toujours chouette de pouvoir avoir un petit mot de l'auteur. Et on se retrouve donc début décembre. C'est ça, du 8 au 11. 4 jours. À Annecy. Tout à fait, à côté d'Annecy, et ça va être, je me réjouis, parce qu'il y a une belle énergie ici, puis en plus, j'aime bien être au bord de l'eau, donc ça va être vraiment... Ça va être chouette. Il y a déjà de belles promesses et de belles inscriptions. Oui, puis le stage, pour dire juste que le stage, c'est vraiment 4 jours où je donne tous les outils. C'est-à-dire, on donne tous les outils Imago, on sera plusieurs à animer, je co-animerai bien sûr, mais il y aura aussi des assistants, pour que les couples apprennent vraiment tous les dialogues nécessaires pour rester dans cette belle entente qui est la leur s'ils viennent alors que tout va bien, et pour ceux qui ont des difficultés, pour leur donner les clés pour sortir de la lutte de pouvoir et retrouver la période romantique, parce que la période romantique c'est que des cycles, et on peut la retrouver régulièrement. Tout le temps régulièrement, bien sûr. Mais encore faut-il mettre de la conscience sur ce qui se passe quand il y a un conflit ou une différence, et que c'est normal, c'est normaliser le conflit. Nous, on dit chouette un conflit. Derrière tout conflit, il y a une pépite d'or qui va enrichir la relation. Si on n'a pas les outils, on va s'éloigner, on va pourrir la relation plutôt. Oui, le conflit est un prétexte finalement pour trouver la joie derrière. Exactement. C'est juste la relation qui veut grandir, qui veut évoluer, qui veut s'épanouir. C'est juste ça le conflit. Mais c'est pas comme ça qu'on l'a intégré quand on était enfant. On a peur du conflit.
Moi qui viens du Québec ces dernières années, c'est là-bas le conflit, c'est pas un ami. C'est faut pas parler de conflit. Ils détestent ça. Sauf que si on n'en parle pas, ça passe par la bande. Oui, ils trouvent un moyen de se faire connaître. C'est ça. Et de se faire comprendre. Donc voilà. Bon, rendez-vous tout bientôt alors. Et puis pas besoin forcément d'être en couple, comme tu expliquais, pour participer à ces stages. Alors tous les stages orientés aussi sur la sexualité, là forcément c'est quand même mieux d'être en couple, parce qu'il y a des petits exercices, des choses aussi à ramener dans son intimité. Mais cette thérapie, alors on va mettre des gros guillemets sur le mot thérapie, mais ce rendez-vous de la joie, finalement, il est accessible à toutes les personnes qui auraient envie de venir plonger dans cette intimité et se sentir suffisamment en confiance avec la personne avec qui ils sont aussi, que ce soit une amie, un ami. Le stage que je vais venir faire ici, c'est le stage de base, qui est aussi un stage indispensable pour les thérapeutes qui veulent se former, doivent se faire ce stage. Oui, donc c'est un prérequis. Donc il est prioritairement au couple. Mais prioritairement, je dis, il est fait pour les couples, mais moi j'ai de temps en temps des personnes qui viennent parce qu'ils viennent avec sa meilleure amie, il y en a qui viennent avec vraiment comme un frère, des gens qui sont comme avec qui ils ont envie de travailler la relation. Ils peuvent venir avec un parent aussi, même s'il y a des stages pour, mais je les accepte aussi en sachant que on va adapter pour eux. Mais c'est pour des duos, on va dire. Les stages sexualité, par contre, c'est les stages sexualité, que ce soit 2 hommes, 2 femmes, un homme et une femme, c'est pas important. Pareil pour les stages de base. Mais le stage sexualité, c'est important de venir en couple. Oui, bien sûr. Parce que là, ça n'a pas de sens. Merci Claude. Merci Vanessa. On va continuer toutes ces conversations hors micro. Oui, avec plaisir. Mais merci beaucoup pour ton temps et cet espace. Un vrai plaisir. Je me réjouis toujours de pouvoir partager avec des personnes qui sont très mobilisées pour faire avancer et la parentalité et les couples. Et voilà. Merci à toi. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Pour soutenir ce podcast, laissez-moi un chouette commentaire, 5 étoiles sur Apple Podcast et partagez l'épisode sur vos réseaux en mentionnant Let's Talk Doula. C'est simple pour vous et tellement précieux pour moi. Alors merci. Et retrouvez-moi sur mes comptes Instagram Let's Talk Doula et Namasté Mamanes, ou bien sur mon site namastemamanes.com. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Belle semaine à tous!